Charles, c'est une plateforme digitale qui aide les hommes adultes à prendre en main leurs problèmes sexuels à distance. Charles, c'est une solution d'accompagnement qui met le patient en relation avec des médecins sexologues et permet ensuite la livraison à domicile de traitements, si nécessaire, depuis un réseau de pharmacies partenaires. On vous explique tout ça pendant cet épisode avec Simon Burelier, l'un de ses cofondateurs. Bonne écoute. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sextoys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Peut-être que je me représente rapidement. Manon, 24 ans, et en fait, j'ai fait Sciences Po Lyon. J'ai travaillé un peu dans le tourisme, donc rien à voir. Puis j'avais cette envie depuis longtemps d'entreprendre et je suis allée à l'ESCP, du coup comme toi, mais juste en master spécialisé pour mon cas en entrepreneuriat. Okay. Et du coup, j'avais pas mal d'idées de domaines, mais dans lesquels je voulais entreprendre, mais notamment celui de la sexualité. Au début, je savais pas trop ce que je voulais faire et donc c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast. Les idées viennent, mais voilà, je me suis dit, en vrai, c'est un milieu comme un autre, c'est vraiment mon point. Et donc, du coup, il y a des entrepreneurs dans ce milieu-là et autant les présenter parce qu'on n'en entend pas assez ou peu parler, sauf si on cherche. Et j'étais tombée sur charles.co par hasard à The Family. Je crois que j'avais vu une brochure. Et puis après, à travers mes recherches ces derniers temps, je suis retombée sur vous et je me suis dit que ça tombait pile poil dans mon podcast, je pense. Et voilà, j'aimerais comprendre un peu ta démarche avec ton associé qui s'appelle du coup Olivier Algou et un peu ton parcours avant, comment vous avez eu cette idée, et puis après des questions un peu sur Charles, comment vraiment en tant qu'entreprise, aussi comment ça fonctionne, comment vous avez pu trouver les médecins sexologues et puis vos clients, vraiment le fonctionnement de l'entreprise, et puis après sur la sexualité plus en général. Donc voilà, si tu pouvais d'abord commencer par te présenter rapidement et vraiment expliquer le concept de Charles. Ok, très bien. Donc moi je m'appelle Simon Burelier, j'ai 33 ans, donc j'ai fait l'USCP comme toi. Après j'ai fait pendant quelques années du conseil en stratégie dans un cabinet qui s'appelle Roland Berger. Ensuite j'ai fait un tour du monde. Et en rentrant de tout ça, j'avais toujours voulu monter des boîtes. Olivier, donc mon associé actuel sur Charles, c'est un de mes meilleurs amis, qui lui avait fait HEC et 7 ans de marketing sur l'homme chez L'Oréal. Donc on cherchait des projets un peu en commun, on voulait monter une boîte ensemble, parce que voilà, on voulait vivre l'aventure avec un pote, et voilà. Et c'était le moment, en fait, c'était en septembre 2018. À peu près, on a commencé vraiment à discuter en octobre, mais c'était à ce moment-là. Et juste avant, donc en septembre, il y avait eu un décret, qui encadrait la téléconsultation et la rendait de facto un peu légale et plus facile à mettre en place en France. Donc ce secteur de la santé nous avait toujours plu, il y avait ce bon timing, et donc on a un peu cherché quelle spécialité pourrait être vraiment idoine pour utiliser la téléconsultation, dans quelle spécialité elle aurait tout son sens. On a vu aussi des concepts aux États-Unis comme Hims ou Roman qui se développaient sur la santé masculine. Et donc Roman et Hims, H-I-M-S. Ok, d'accord.
Voilà. Donc ils font pas la même chose que nous, mais c'était des inspirations. En tout cas, ça nous poussait. Donc du coup, à ce moment-là, on a rencontré des médecins sexologues. On a fait pas mal de congrès, etc. Et bon, plus on creusait, plus on se rendait compte que il y avait un constat sociologique qui était très clair, c'est que les hommes avaient des problèmes à parler de leurs troubles intimes comme ça, donc que ce soit des problèmes d'érection, éjaculation précoce, libido, qui n'en parlaient pas, ni entre amis, qui n'avaient pas de médecin, ni entre amis autour d'eux, qui n'avaient pas de médecin évident comme vous, les femmes en général, vous allez avoir des rendez-vous chez le gynécologue, vous allez avoir un espace pour parler de ces problèmes-là. La majorité des hommes, les andrologues existent, mais très peu d'hommes y vont. Et donc, c'était jamais évident d'en parler à leurs médecins traitants, aux médecins généralistes qui sont pas nécessairement formés pour ça. Et s'ils cherchent un spécialiste, malheureusement, des médecins sexologues en France, il y en a à peine 300. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de régions où il y en a pas, et les régions où il y en a, c'est souvent assez long pour avoir un rendez-vous et assez cher. En plus du fait que les hommes ont en général du mal à passer le cap, passer le pas, de prendre le rendez-vous, d'attendre le rendez-vous, d'y aller. Et beaucoup nous parlaient des traumatismes d'être dans la salle d'attente chez un médecin sexologue avec d'autres gens, vous regardez dans le blanc des yeux, c'était gênant. Donc ça, c'était vraiment un constat sur la partie médicale, conseil médical, le fait d'en parler, de trouver le bon spécialiste. Et puis il y avait un deuxième constat aussi, c'est qu'en fait, de ce fait-là, de la honte, de la difficulté de trouver quelqu'un à qui parler, il y avait beaucoup d'hommes qui allaient se tourner vers des expédients illégaux ou dangereux pour eux sur Internet. Donc ils vont acheter toutes sortes de crèmes ou de pilules qui vont promettre d'agrandir votre pénis, de durer 8 fois plus longtemps, etc. Alors souvent, au mieux, ça va être vraiment du sucre ou un truc complètement inoffensif. Au pire, ça peut être de la contrefaçon médicamenteuse dangereuse qui vient en général d'Inde ou ce genre de pays-là, comme le Camagra, tu vois, qui est un produit qui tourne beaucoup sous le manteau ou sur des sites, qui vient d'Inde, qui n'a aucune traçabilité. Voilà, on arrivait dans un espace où on voulait aussi résoudre ce problème, des gens qui voulaient trouver une solution facile, entre guillemets, et qui se mettaient potentiellement en danger, soit au niveau de leur santé, soit carrément se faire arnaquer, quoi. Voilà. Donc, fort de ces deux constats, on s'est dit, OK, comment, en utilisant la téléconsultation, on crée un parcours de soins et une sorte de plateforme où les hommes vont pouvoir parler de leurs problèmes tranquillement chez eux, en confiance, avec un vrai spécialiste, et de bout en bout, même jusqu'à la délivrance des médicaments potentiellement, avoir un parcours de soins complet, de qualité et sûr. C'était ça la promesse de départ. D'accord, oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au premier abord, j'avais pensé que peut-être que c'était la prise de rendez-vous, et puis c'est vrai que très vite, bien sûr, quand on lit le site et tout, on comprend en fait que c'est la téléconsultation, et c'est ça la force de Charles, c'est qu'on peut faire ça depuis chez nous et en toute discrétion, et surtout, pareil, l'ordonnance après est envoyée à une pharmacie, c'est ça? Et ensuite, alors en fait, ouais, vas-y, pardon. Pardon. Excuse-moi, je te dis juste ce que j'ai compris du coup, et ensuite la pharmacie en question, alors j'imagine qu'elle est proche de chez le patient, elle peut envoyer du coup, s'il y a eu prescription, hein, bien sûr c'est pas tout le temps obligatoire, mais envoyer du coup les médicaments ou le traitement adéquat de manière discrète directement chez le patient. En fait, il y a tout ce processus-là derrière aussi. Voilà, donc ça c'est une option. Nous, la grande majorité des gens, ils vont juste avoir une ordonnance, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'ils vont sortir de la téléconsultation avec une ordonnance qui est valable dans n'importe quelle pharmacie. Et comme en général, ils ont passé le cap de parler de leurs problèmes à un médecin qui les a rassurés, qui leur a dit qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait des solutions, etc., ils vont prendre l'ordonnance et aller en pharmacie les chercher. Donc c'est une option en plus qu'on a rajoutée avec des pharmacies qui peuvent les livrer à proximité pour ceux qui étaient vraiment trop timides pour passer le cap d'aller demander au pharmacien ou à la pharmacienne ces traitements-là. Mais le but, c'était vraiment de dire on vous met en face d'un spécialiste et vous obtenez une ordonnance pour avoir des vrais produits. Parce que, comme je te le disais, il y a beaucoup de désinformations, beaucoup d'arnaques qui tournent. C'était ça vraiment le postulat de départ. Ou aussi se rendre compte qu'il n'y avait peut-être pas besoin de produits parce qu'en fait, c'est tout à fait normal et que peut-être que psychologique, parce que si je comprends bien, en fait, enfin après peut-être que ça dépend de vos patients, mais il doit y avoir une proportion quand même importante ou pas, des personnes où finalement c'est que psychologique, et le fait peut-être d'en parler ou de réfléchir à d'autres causes me montre que finalement il n'y a rien de problématique, en tout cas physiquement, physiologiquement. Bah complètement. Donc il y a des gens évidemment qui n'ont pas de traitement. Nous on distribue aussi de la phytothérapie. Donc ça c'est des plantes qui peuvent aider sur certains problèmes aussi. En fait, ça dépend vraiment des problèmes qu'on traite, quoi. Dans l'érection, il y a vraiment une partie des gens qui vont avoir un problème physique.
Donc, je pense notamment à tous ceux qui ont des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, des choses comme ça, où à terme, ces maladies-là induisent des problèmes d'érection. Et donc là, faut les traiter. Et c'est la majorité du temps, ça va être médicamenteux pour ces problèmes-là parce que c'est juste physiquement quelque chose qui fonctionne pas. Puis après, il y a tout un pan de la patientèle qui eux ont plus soit eu une rupture de vie, je sais pas, ils ont vécu un divorce, la perte d'un être proche, ce genre de choses-là, ou du stress au travail. Et donc ils vont avoir un problème qui va être plus passager et pas physique, mais plutôt psychologique. Et là, pareil, il y a plein de façons de le régler. Donc, ça peut être juste en parler, de changer un peu de routine. Ça peut être l'alimentation aussi. Il y a plein de gens qui ont des problèmes d'érection liés à une mauvaise hygiène de vie, par exemple, le surpoids étant, la cigarette étant des facteurs aggravants. Donc, c'est assez compliqué. C'est pour ça que c'est ce qu'on voulait aussi offrir comme expertise. Les médecins sexologues, c'est des gens qui ont fait médecine et une spécialité en sexologie. Donc, c'est des gens qui traitent de ces problèmes-là tout le temps. Les médecins généralistes sont super compétents, mais ils sont pas du tout spécialisés là-dedans. Les consultations sont en général courtes et voilà, ils vont pas forcément prendre en compte tous les aspects psychologiques, etc. Donc nous, c'était l'intérêt d'avoir des vrais spécialistes. Donc ça, c'est sur les problèmes d'érection. Et après, il y a plein d'autres problèmes qui peuvent être plus ou moins complexes, typiquement l'éjaculation précoce, qui est dans sa très très grande majorité liée à des facteurs psychologiques. Il y a très peu d'hommes qui sont intrinsèquement on peut avoir des problèmes d'éjaculation rapide intrinsèques. Donc c'est sûr que c'était l'intérêt d'avoir ces gens-là qui voient ça toute la journée, ces médecins-là qui voient ce genre de problème toute la journée depuis des années. C'était de pouvoir couvrir toutes ces problématiques qui, d'une problématique à l'autre et d'un patient à l'autre, sont très varient beaucoup, quoi. Et du coup, comme c'est des médecins avec spécialité de sexologie et pas seulement des thérapeutes, sexothérapeutes, donc Ouais. ce que vous prenez, c'est que c'est voilà des vrais spécialistes dans le sens où voilà c'est des médecins. Il y en a que 300. Comment vous les avez choisis ou rencontrés ou voilà comment ça se passe parce qu'il y a autant trouver ces patients et du coup clients directement qui utilisent la plateforme Ouais. mais aussi trouver ceux qui enfin vous êtes un intermédiaire donc voilà faut trouver Tout les deux. à fait. Il y avait un peu d'évangélisation à faire parce que, comme je te le disais, la téléconsultation était assez neuve. Ouais. Et même si c'est une spécialité dans laquelle, dans la très 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 grande majorité des cas, il n'y a pas besoin d'examen physique. Nous, ce qui se passe, c'est que souvent, sur certaines catégories de personnes, on va leur prescrire des analyses de sang qui vont les faire. Enfin, nous, tout est géré via la plateforme pour ça. Mais l'examen physique en tant que tel est pas nécessaire. Donc, fallait quand même, malgré ça, prouver aux médecins que on était dans une démarche sérieuse, que c'était nouveau. Tu vois, il n'y avait pas encore eu le Covid et Doctolib qui s'est mis. Doctolib a fait de la téléconsultation après nous. Par exemple, donc il n'y avait pas encore eu tout ce travail-là d'éducation à la fois des patients et des médecins, donc il fallait convaincre là-dessus. Donc nous, on a fait pas mal de congrès de médecins, on a fait des assises de la sexologie, tu vois, des points de rencontre comme ça. Et on a aussi fonctionné beaucoup avec un key opinion leader, donc on a trouvé un médecin qui s'appelle Gilbert Bougeaudé, qui est un médecin sexologue. Ouais, avec qui on bosse beaucoup maintenant, exactement, qui en fait, du coup, nous a permis aussi de nous ouvrir les portes de ce pool de médecins sexologues, nous a aidé évidemment dans la direction scientifique de la plateforme, dans tous les protocoles qu'on a créés, même dans la construction technique, mais nous a aussi aidé évidemment à avoir accès à plus de médecins pour les recruter. D'accord. Ouais, c'est un peu l'ambassadeur aussi finalement de Charles, quoi. C'est la caution scientifique, c'est lui qui nous dirige sur tous ces aspects-là, et puis c'est aussi la personne qui fait le lien avec les médecins, prend leurs remarques, nous aide à progresser à ce niveau-là. Oui, parce que tout le contenu on y viendra après, mais tout le contenu qu'il y a sur le site, qui est évidemment hyper important, ne serait-ce que pour se renseigner, mais qui vous aide aussi à vous faire connaître, j'imagine, en termes de SEO, tout ça. Enfin, il a été vérifié par lui ou d'autres médecins. Vous étiez obligé de vous faire accompagner dans ce contenu-là, finalement. Tout à fait, ouais. Quand tu fais une plateforme de consultation comme ça, t'es obligé d'avoir des médecins dans la boucle déjà pour consulter et puis pour tout construire. Et nous, surtout, comme je te le disais, on est arrivé dans un environnement où il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de sites sulfureux. Donc la réassurance, c'était vraiment une des choses les plus importantes. Et donc la réassurance passe par le fait de dire il y a une rigueur scientifique et il y a des médecins qui sont derrière aussi pour rendre la solution robuste médicalement. Ouais.
Et ça, c'était un gage de confiance aussi, j'imagine, après, derrière, pour peut-être convaincre, je sais pas moi, au début, quand on lance la boîte, du coup, la banque ou peut-être des investisseurs si vous en avez, parce que je sais que, après, vous, c'est particulier, c'est aussi plus que la sexualité, c'est aussi le médical, mais comme tu dis que c'est un secteur où il y a eu beaucoup d'arnaques auparavant et même encore maintenant, ça peut faire peur. En général, la sexualité, est-ce que vous avez eu ce problème-là par rapport à des partenaires ou... Alors non, nous on a levé de l'argent très vite, au tout début de la boîte sur un PowerPoint. On avait rien fait. C'était Ok. au bout de 2 semaines, on avait fait un peu la due diligence de ce qu'était la sexologie, des besoins, etc. On était convaincus qu'il fallait y aller. Du coup, on a un peu fait marcher notre réseau autour de nous, de gens avec qui on avait travaillé, de connaissances, d'amis. Et donc on a levé de l'argent quasiment directement. Et au contraire, moi, je trouvais que, je sais pas, c'est sans doute nos cercles autour de nous qui sont assez libérés là-dessus, qui n'étaient pas fermés à l'idée, mais au contraire, moi, je trouvais que il y a plutôt une appétence pour ça, parce que le sujet était intéressant, parce que ça change de l'ordinaire, etc. Donc je pense que c'était plutôt un atout pour nous pour lever de l'argent vite. Tu vois, on a trouvé l'argent en 1 semaine, parce que il y a aussi, faut jamais négliger le fait que quelqu'un qui va investir dans ta boîte, il va en parler à ses dîners autour de lui. Et en fait, ça va le faire marrer de se dire, j'ai investi là-dedans aussi. Enfin, ça fait un sujet un petit peu croustillant. Ah, donc toi, tu conseillerais que de finalement essayer de, enfin, s'il y en a besoin, hein, évidemment, de lever tôt parce que ça permet aussi de lancer la boîte outre financièrement en termes de notoriété. Bah, pour tout, en fait. Nous, c'est quand même très, très lourd en termes de développement. La téléconsultation, c'était tout nouveau. Nous, on a tout fait de façon custom. Tu peux pas utiliser des plateformes e-commerce, des choses comme ça déjà faites. Donc, il y avait beaucoup de devs. On a eu 5 devs qui ont bossé pendant presque 6 mois. Donc, il y avait beaucoup de développement. Donc, ça, déjà, faut le financer. Et en effet, après, pour lancer ta boîte, pour avoir tes premiers patients, tu vas faire un peu du buzz avec différentes choses, mais après, tu vas quand même faire du marketing payant, et même pour construire ton SEO et ton référencement naturel au fur et à mesure. Au début, il y a de l'investissement à faire. Donc, c'est sûr que c'est pas du tout, c'est pas trop dans le credo start-up, cul du camion, on teste n'importe comment avec des bouts de ficelle, et puis on commence comme ça, quoi. Là, t'es obligé même juridiquement, t'as beaucoup de dépenses à engager. Donc, c'est pas des projets que tu commences avec 1 000 euros, quoi. Ouais, bah, et c'est le fait que ça touche au médical aussi et que vous ayez votre propre plateforme. Ouais. Et par rapport à la téléconsultation, là, bon, du coup, c'est peut-être un peu récent pour en parler, mais le Covid, ça vous a bien aidé parce que là, c'est encore plus ancré dans la mentalité le fait que la téléconsultation pouvait être normale et facile. Ouais, tout à fait. Nous, on a poursuivi notre croissance à peu près normalement. Si tu veux, on a eu un début d'année où ça a commencé à être très dynamique à la fois en termes de visiteurs et puis d'actions sur le site. Donc le Covid, juste on a tiré la croissance, ça a été tiré à ce moment-là. Ce qui est sûr, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins besoin de convaincre sur le fait que la téléconsultation existe. Sur le postulat de départ, dire que les gens n'avaient pas envie forcément d'aller en cabinet de sexologie, de faire les démarches, surtout les hommes, tu vois, je pense que c'est un peu plus compliqué. En fait, tenez, était toujours valable pré-Covid, post-Covid, pendant le Covid. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la téléconsultation, tu as eu des reportages à la télé, tu as eu des articles dans les journaux, sur Internet, etc. Donc, la majorité des gens maintenant sont au courant, alors qu'avant, les mois d'avant, on était obligés encore de faire beaucoup de réassurance, parce que au-delà de la réassurance sur le site, nous, on avait aussi pas mal de patients au téléphone, on a un numéro de téléphone qui est beaucoup appelé, parfois on appelle même des patients pour leur expliquer notre démarche. Donc, ce qui nous a permis au début de la boîte de hyper bien comprendre nos patients au fur et à mesure, donc d'adapter la solution. Et ça permettait aussi de voir ce qu'il fallait pour les convaincre ou pas. Et c'est vrai que maintenant tout l'argumentaire ou tout le besoin d'argumentaire sur la téléconsultation est plus nécessaire. D'accord. Donc il y a ça en moins. Et maintenant, du coup, vous les trouvez comment vos patients, enfin, comment ils vous trouvent plutôt? Ouais. Donc c'est simple. Nous, on a à peu près 70% de notre acquisition qui se fait de patients qui se fait en organique, quoi. Donc des gens qui vont soit avoir entendu parler de nous, soit on a un gros blog. On a un blog qui va faire presque 300 000 visiteurs ce mois-ci, je pense. Donc ça, on a écrit beaucoup d'articles, on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent par là, par ces biais-là. Et ensuite bouche à oreille, etc. Et après on a à peu près 30% qui va être du payant.
Et là-dessus, le payant, c'est un mix de Google AdWords, quoi, et de Facebook. Ok, vous n'êtes pas bloqué sur Facebook en ad sur le fait que ça soit relatif à la sexualité? Y a pas de Non, on n'est pas bloqué. Alors parfois, au début, ils nous bloquaient un peu les ads, mais maintenant, ça fait un petit bout de temps qu'on travaille avec eux, qu'ils ont compris notre démarche, etc. Donc, on n'est pas bloqué, non. Ok, trop bien, d'accord. Bon, en même temps, ouais, il y a ce côté médical qui peut Bien sûr. rattraper. J'ai vu que du coup, il y a beaucoup de SEO. J'ai aussi vu que vous avez travaillé avec ClickUp et qu'en fait, c'était à votre demande. Vous avez fait une étude. Ouais. Et c'est parce que il y avait vraiment pas assez de données de recherche en fait dans ce domaine-là, ou c'est juste que vous aviez besoin d'infos peut-être plus récentes, ou c'était pour quelle raison? Outre la Non, visibilité. quand tu fais des enquêtes comme ça, il y a plein d'objectifs. Nous, on arrive dans un milieu où il y a plein d'acteurs et toi, tu dois devenir un peu une voix, une source de référence, être placé sur la carte, quoi. Donc ça, faire des enquêtes IFOP à notre nom, ça nous sert à ça. Ça nous sert en effet à prendre de la donnée, ça nous sert à évangéliser, ça nous sert à avoir des liens retour pour le SEO, tu vois, donc des liens depuis depuis les médias qui écrivent sur nous. Ça nous sert aussi à nous faire connaître tout simplement en public. Hein. Parfois, tu peux avoir du fait d'un sondage, du passage télé, enfin des choses comme ça qui vont t'aider. Donc nous, c'est toute une démarche de dire ok, on devient un acteur de la sexualité important. Enfin, on veut le devenir. Donc voilà, apportons de l'info aux journalistes spécialisés, enfin à tout le monde. Et je pense, enfin voilà, nous c'est clairement quelque chose sur lequel on mise assez fort. Et donc on travaille main dans la main avec l'IFOP là-dessus pour sortir des enquêtes de temps en temps dans ce sens-là. D'accord, ok. Oui, donc pas mal, ça peut être pour plein d'objectifs différents, ok. Tout à fait. Ouais. Et du coup, peut-être plus sur la sexualité en général, même si voilà, je me doute bien que il y a une certaine gêne à consulter et que c'était pour ça que vous avez créé tout ça. Ils viennent est-ce que dans les patients qui viennent, vous ressentez ou avec qui vous avez pu discuter, est-ce qu'ils ont une gêne parce que c'est une pression ils ressentent une pression de la société? Est-ce que finalement ils ont l'impression d'avoir un problème qui n'en est pas un à cause de la société et de l'image de la sexualité? Honnêtement, tu as tout. Alors nous, c'est la particularité de la plateforme. Nous, on a des patients de 18 à 91 ans. Ah ouais. Donc en fonction de leur âge, d'où ils viennent, on a des gens de partout en France. De leurs origines parfois, vraiment les motivations sont pas du tout les mêmes. Après, si ta question c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a un peu un impératif de performance, on a été abreuvé de porno, je pense que le plaisir féminin aussi, et à juste titre, prend de plus en plus d'importance, donc je pense que les hommes ont conscience du fait de dire ok, je veux faire jouir ma compagne, et ça devient un truc de performance limite pour eux, que ça soit de façon égoïste pour leur estime personnelle ou généreuse pour leur compagne, mais ça c'est sûr qu'il y a cet aspect-là aussi qui est assez fort, mais ça dépend vraiment des populations. Tu vois, nous on a des gens de plus de 80 ans qui veulent simplement, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure dans les facteurs, mais évidemment l'âge en est un fort sur les problèmes d'érection. Il y a des gens qui veulent simplement continuer leur vie sexuelle. Donc là-dessus, pour le coup, il y a moins de honte parce que le Viagra avait quand même globalement, je sais pas si tu as entendu la notification là. Non. Non, ok, je pensais que je vais reprendre mon speech, mais je coupe les trucs que j'avais fait WhatsApp qui m'a fait un truc parasite. Donc je te disais oui, sur les populations un petit peu plus âgées, le Viagra qui est arrivé dans la fin des années 90 en Europe avait quand même beaucoup éduqué, évangélisé sur ce sujet-là et rendu un petit peu normal le fait que les gens qui vieillissent, parce que c'était comme ça le postulat de départ. Voilà, normal à partir du moment où on a un certain âge, quoi. Voilà, tout à fait. Donc les gens plutôt âgés, là-dessus, il y a moins de tabous, c'est plus de la commodité, ou sinon des régions où il n'y a pas de médecin sexologue, où on a eu des maires de village qui nous disaient, moi je me vois pas aller au médecin de mon village, je suis maire, je suis quelqu'un de connu. Donc tu as des situations comme ça. Après, sur des populations plus jeunes, en effet, là, il peut y avoir des traumatismes qui sont plus grands, des blocages beaucoup plus forts, et notamment dû à cet impératif de performance, quoi.
Mais je te dis, ça peut aussi être juste des situations culturelles ou du manque d'éducation sexuelle. On a eu des gens, on a beaucoup de femmes qui nous appellent pour leur conjoint, hein, parce que souvent ils hésitent à passer le pas, ils veulent pas en parler, donc elles viennent nous voir pour se rassurer sur comment la prise en charge sera faite, comment on peut les aider à leur faire passer le cap de la consultation. Et par exemple, nous, j'avais une femme qui m'avait appelé, qui m'avait dit, bah voilà, je suis mariée depuis 10 ans, j'ai 33 ans, mon mari n'a jamais eu d'érection, on veut avoir un enfant, enfin moi j'en veux un, je sais pas comment aborder le sujet avec lui. Donc t'imagines, t'étais avec quelqu'un qui pendant 10 ans n'a pas eu de sexualité, il n'en avait jamais parlé avec son conjoint. Donc t'as des cas, t'as à peu près, encore une fois, on a tellement d'âges différents, tellement de catégories socio-économiques, etc., que c'est compliqué de faire un schéma simpliste comme ça, mais ouais, non, mais après, le problème, là, le problème, non, mais c'est tant mieux si en plus, ça permet de libérer la parole sur ce sujet-là, enfin, sur ce sujet précis dans la sexualité qui est l'érection ou pas, l'éjaculation ou pas. Après, sexualité, c'est pas que, enfin, c'est en tout cas ce que pas mal de femmes essaient de dire, et d'hommes aussi, mais c'est pas que une histoire d'érection et du coup, pas qu'une histoire de pénétration. Parce que, en fait, ce que parfois j'ai l'impression, enfin, pas que moi, hein, mais est-ce que du coup l'érection, la puissance, à chaque fois, c'est forcément lié à la confiance en soi? Souvent là, quand je lisais dans les articles, et je sais que c'est vrai, mais à partir du moment où un homme va avoir un problème d'érection ou d'éjaculation, ça va souvent entraîner un problème de confiance en soi, ou alors le problème de confiance en soi donne cet effet-là. Pourquoi c'est forcément lié alors que, est-ce que je pense que ouais. C'est une question hyper vaste, hein, je suis d'accord, mais est-ce que ça peut vous apporter parfois des éléments de réponse ou pas du tout? Non, mais tu vois, je pense que tout le vocabulaire social, ça, t'imagines que jusqu'à il y a pas très longtemps, on parlait d'impuissance. Donc rien de ça, si tu veux, ce mot est extrêmement violent et attrait à la puissance. Je sais pas, moi, c'est le vieux lion qui d'un coup n'arrive plus à tenir son troupeau ou sa meute. Je pense qu'il y a tout, quand on parle de phallocratie, tout ça, quoi. Ça participait de ça. Et un homme doit bander dur et longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de générations. Alors, c'est peut-être en train de changer, et je le souhaite, mais pour qui c'est encore un vrai. Tu vois, avoir un sexe grand et dur, ça reste une preuve de virilité absolue. Et de pas l'avoir, bah, c'est le perdre. Et c'est beaucoup les hommes qui se mettent ça, et je pense qu'il y a aussi des femmes qui sont encore dans ce schéma et donc qui doivent entretenir leur mari. Après, très sincèrement, moi, de toutes les femmes que j'ai eues, on en a eu vraiment beaucoup. Pour leur conjoint, en général, elles sont complètement dans l'écoute et complètement dans la réassurance et complètement dans bah voilà, moi je lui dis que c'est pas grave, mais il veut pas m'entendre, quoi. Donc il y a encore du travail à faire, et je pense que c'est sociétal, c'est aussi au sein des couples qu'il y a un manque de communication là-dessus, et que l'image du mâle erectus va mettre un peu de temps à changer quand même. D'accord. Mais ouais, mais il y a quand même enfin, finalement, les médecins sexologues sont quand même là aussi pour rassurer sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir une érection pendant tant de temps, où il n'y a pas de normes vraiment ou de performance à avoir sur le temps de son érection. Il y a peut-être d'autres choses à faire dans sa sexualité ou pas. Ils en parlent. Exactement. Ça, c'est sûr qu'ils en parlent. C'est leur métier. Et nous, c'était tout l'intérêt, tu vois. Les modèles aux États-Unis, alors, ce sont des systèmes de santé complètement différents, mais les deux boîtes dont je te parlais, Roman et Hims, eux, c'était vraiment désintermédier. C'est-à-dire, t'arrives avec ton problème, ou t'en as pas forcément d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis, les jeunes consomment beaucoup de Viagra vraiment pour la perf, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Et eux, c'était de dire, en fait, tu vas même pas voir de médecin, tu vas avoir une sorte de questionnaire automatique, tu vas parler à personne, et c'est toi qui vas choisir ta molécule, ton dosage, quasiment. Et en gros, on te facilite l'accès à ces médicaments de façon discrète. Nous, c'était pas du tout notre postulat. Nous, dès le début, on a mis beaucoup d'humains, un maximum, que ce soit nous dans le support patient qu'on assure, ou nos médecins dans les consultations. Donc, évidemment, pour avoir ce genre de pitch, et finalement, nous, on a quand même assez peu de jeunes, et les jeunes qu'on a, c'est des gens qui ont un vrai besoin. On a assez peu de performeurs purs qui viennent en t'appelant en disant je tiens qu'une demi-heure au lit, trouvez-moi une solution, quoi. Ok. Et ouais, pour revenir un peu plus sur le business en soi, entre guillemets, bon, bien sûr qu'on parle de patients, et parce qu'en plus, ils ont affaire à des médecins, mais il n'empêche, il me semble que c'est pas remboursé par la sécurité sociale, du coup, sauf si je me trompe, et du coup, vous prenez en fait une commission sur cette consultation. Comment ça se passe?
Ouais, voilà, donc on prend une commission sur la consultation. Le problème du remboursement aujourd'hui de la téléconsultation, c'est que le cadre, comme c'est assez nouveau, le cadre du remboursement par la Sécu est encore assez rigide. Donc il faut que ce soit ton médecin traitant, soit un médecin spécialiste recommandé par ton médecin traitant, mais il faut que tu aies vu ce spécialiste dans son cabinet en physique dans les 12 derniers mois. Donc nous, on rentre pas dans ce cadre-là. Parce que nos médecins sont partout en France et nos patients aussi, et ils consultent jamais quelqu'un de leur ville. Donc nous, clairement, on pouvait pas être remboursé. Donc nous, c'est ce qu'on appelle des actes hors nomenclature. Là-dessus, nous, on va en effet prendre une commission là-dessus. Et ensuite, notamment, par exemple, sur tous les produits phytothérapiques qu'on peut vendre, ce genre de choses-là, on est en train d'élargir vraiment la gamme de services qu'on offre et l'accompagnement qu'on offre à nos patients. Donc après, là-dessus aussi, on va gagner de l'argent avec des commissions là-dessus. D'accord, ok. Et tu penses qu'il y a, à l'avenir, je parle loin, mais il y a quand même une possibilité que ce soit remboursé, puisqu'il y a quand même des vrais, parfois, voilà, problèmes médicaux physiques. Si la consultation n'est pas remboursée, peut-être les médicaments peuvent l'être, ou ils le sont déjà? Alors, sur les médicaments, donc nous après c'est les pharmacies qui gèrent ça, mais les médicaments, les IP, ça s'appelle les IPDE5 dans la classe de médicaments pour l'érection par exemple. Ces médicaments n'ont jamais été remboursés, même depuis la sortie du Viagra. Je pense que c'est culturel. Je pense que les autorités doivent, je pense, considérer que c'est du confort. Puis la tendance à la Sécu est plutôt de dérembourser des médicaments aujourd'hui plutôt qu'en rembourser des nouveaux. Donc je pense que ces médicaments-là ne seront jamais remboursés. Après, ce qui est vrai, c'est qu'avec l'arrivée des génériques, ça a quand même démocratisé un petit peu financièrement ces traitements. Ok, d'accord. Et ouais, après, je suis désolée, parfois je vais un peu dans tous les sens. T'inquiète. Je voulais parler plus de sexualité en général, même si on l'a déjà un peu fait, mais du coup, ouais, au tout début, quand vous avez vu l'opportunité avec ces passages législatifs, enfin la possibilité légale de faire la téléconsultation, mais il y a plein de choses dans le médical. Pourquoi particulièrement la sexualité? Est-ce que vous avez entendu autour de vous des amis ou de la famille qui avaient ce genre de problème? Est-ce que tu me disais que ton milieu est ouvert à ce sujet, mais c'est pas non plus anodin pour pas mal de personnes. Qu'est-ce qui vous a vraiment mis la puce à l'oreille sur ce point précis du médical et en plus ce point précis de la sexualité? Sur le médical, je te dis, on aimait, t'as quand même le sentiment de te sentir utile. Tu n'es pas médecin, mais tu le vis un peu par procuration, donc il y avait tout ça qui nous intéressait. Et sur la sexualité, comme je te l'ai dit, il y avait le fait que techniquement, c'était une des spécialités où c'était complètement faisable à distance et potentiellement même favorable de le faire à distance en partie parce que les gens en général ils sont dans le confort de leur canapé, dans un environnement qu'ils connaissent. Et donc pour parler, ça va être plus tranquille parfois pour certains que d'être en face à face. Et je te dis d'attendre dans une salle d'attente, etc. Et puis au-delà de ça, nous c'était un sujet qui nous plaisait. Et puis il y avait des constats très simples, tu vois. Genre moi, il y a jamais aucun de mes potes dans ma vie qui m'a dit qu'il avait eu des problèmes d'érection, alors que toutes mes potes copines, mes potes femmes, quoi, mes copines, m'ont toujours dit que elles avaient eu des relations avec des gens qui avaient eu des problèmes. Donc si tu veux, cette espèce de tabou de non-dit qui est un énorme défaut des mecs parce en fait les mecs on parle peu de sexualité, qu'on va parler de performance sexuelle, on va être assez léger là-dessus, mais dès qu'il y a des problèmes entre guillemets, c'est pas forcément quelque chose qu'on partage entre amis et masculins. Et donc là, ce constat-là aussi était hyper intéressant. Et d'une manière générale, le fait qu'il y ait des gens qui, tu vois, ta première question où tu me disais alors, pour attirer des investisseurs, c'était pas trop dur, machin. Le fait que cette chose-là qui est essentielle à la vie, enfin en tout cas qui est une partie intéressante de la vie pour les gens, soit un sujet hyper tabou et qu'on se pose encore la question, que ça soit un petit peu inconvenant, un peu subversif de faire ça, ce qui me paraît pas logique. Moi, je me suis engouffré dedans parce que ce soit Olivier ou moi, on n'a pas de problème à parler de ça. Ça a toujours fait partie de notre vie. Et donc, porter ce flambeau-là, entre guillemets, sans prétention aucune, mais juste de se dire, plein de gens veulent pas le faire, ou plein de gens s'en lavent les mains, ou se bouchent le nez quand on en parle. Nous, ça nous dérange pas du tout. On sera très content de le faire. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'on se lève tous les matins on va parler de sexe toute la journée.
eh ben, je trouve que c'est pas un plus mauvais sujet que, je sais pas moi, un logiciel de compta ou des trottinettes électriques, quoi. Donc, ça me paraît assez central dans la vie des gens. Et en plus, le côté tabou fait que tu récupères des gens qui sont en général bloqués depuis plusieurs années et pour qui c'est un vrai traumatisme parce que ça impacte leur vie personnelle, affective. En général, ils tournent ça en boucle parce que c'est vraiment c'est dans un domaine de cercle vicieux absolu, quoi. Parce que quelqu'un pour qui ça marche pas, ou quelqu'un qui va être éjaculateur précoce, ou qui va avoir des problèmes d'érection, plus il va y penser, moins ça va marcher, et moins ça va marcher, plus il va y penser. Donc tu récupères des gens qui sont quand même assez traumatisés. Et les premières consultations qu'on a faites, quand tu as des gens qui t'écrivent après pour te remercier, et que tu vois la catharsis qu'ils ont eu de parler, de libérer un peu ce poids qu'ils portent depuis longtemps, voilà, ça a fini de nous convaincre qu'il fallait. Et puis la rencontre avec Gilbert, là, le médecin, qui était génial. Voilà. On n'a pas trop, on n'a pas tâtonné très très longtemps, honnêtement, sur le domaine. Dès qu'on a Aucune vu ça, question on y allait, quoi. ne pas. Enfin, clairement, c'était toi, tu voyais le problème. Enfin, moi aussi, hein, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Je fais juste exprès de poser les questions pour voir quel blocage vous avez pu parfois rencontrer, mais en fait, pas du tout, quoi. Bah, voilà, nous, il n'y avait aucun blocage. Je te dis, ça s'est fait. On a pris la décision de faire ça en 2 semaines et voilà, c'était parti, quoi. Trop bien. D'accord. Et donc, ouais, vraiment, aucune critique, aucun obstacle, aucun petit échec dont tu pourrais me parler et qui vous a aidé peut-être après à rebondir, mais pas du tout. Ah bah, ce qui est sûr que si, parce que quand tu arrives dans une communauté de médecins, comme nous, on essayait. Le problème des consultations en sexologie, c'est que souvent elles vont être à 70, 80 euros, avec soit des actes hors nomenclature, même en cabinet, soit donc là où le patient paye tout, soit par exemple 25 euros qui vont être remboursés, mais pas le reste. Et plus tu vas dans des grandes villes, plus c'est cher. C'était quand même aussi inaccessible pour plein de gens. En dehors des barrières mentales qui se mettent déjà, qui les rendaient inaccessibles, il y avait aussi des choses financières. Donc nous, on a essayé de mettre en place plein de trucs technologiques qui faisaient que les consultations allaient être un poil plus courtes, un poil plus ramassées, mais avec plein d'infos qui auront été prises en amont via des questionnaires, des choses comme ça. Donc tu vois que le médecin, il arrive, il a 5 minutes avant sa consultation, il peut dire toute la fiche du patient avec une trentaine de questions circonstanciées sur son problème, ses antécédents médicaux, ses caractéristiques, etc. Ce qui fait que la consultation est vraiment concentrée sur ce qui est important. Là, quand on a créé ce truc-là qui était assez nouveau, évidemment, tu as eu des réticences. Tu vois, la communauté médicale, il y a des progressistes, il y a plutôt des gens conservateurs. Donc, comme partout, tu arrives quand même dans un milieu assez régulé, assez traditionnel. Il y a plein de gens qui vont claquer la porte au nez. Donc ça, c'est clairement, on a ce genre de choses-là. Et après, donc là, je parle vraiment, on va dire, dans les gens qu'on a rencontrés. Après, quand tu montes ta boîte, t'as plein de, c'est une accumulation d'obstacles à passer. Hein. Oui, non, mais bien sûr. C'est pour ça que je voulais savoir, vous, votre premier peut-être obstacle, c'était pour d'autres personnes, mais dans la sexualité, mais rien à voir avec vous. Eux, leur obstacle, ça a souvent été le financement, ou même ne serait-ce qu'ouvrir un compte en banque pour certains, ça a été vraiment une vraie galère. Mais vous, ça c'était pas ça. Vous, c'était plutôt le milieu médical il fallait que les médecins vous prennent au sérieux, quoi. Exactement, fallait convaincre là-dessus. Puis après, tout ce qui était compliqué, c'est juste à construire une solution qui fonctionne. Techniquement, c'est compliqué. Avoir des gens qui viennent dessus, c'est compliqué. Voilà, tout ça, c'est compliqué. Quand tu fais du B2C, le gros challenge, c'est ton acquisition. Bon, déjà, il y a la satisfaction des patients. Là-dessus, on a toujours eu de la chance. Et on a plutôt des patients, comme je te dis, je pense que nos médecins sont vraiment top. Ils ressortent tellement contents d'avoir libéré ce poids qu'ils portent depuis longtemps que au début où notre solution technique était pas forcément, tu vois, on a lancé il y a 1 an vraiment la solution n'était pas parfaite, il y avait des bugs, il y avait des choses qui marchaient pas parfois. Ils pardonnaient énormément, quoi. Ils étaient très compréhensifs. Donc là-dessus, on n'avait pas trop de problèmes de satisfaction. En revanche, quand tu montes une boîte en B2C, voilà, le gros enjeu, c'est comment je m'assure une visibilité auprès des patients potentiels sans que ça me coûte trop cher. Et voilà, c'est pas seulement faire de la pub métro et envoyer de l'argent sur Google et Facebook. C'est pas ultra pérenne et ça te coûte très cher, quoi. Donc faut trouver tous les moyens pour être visible à moindre frais. Ok, d'accord. Et là, en ce moment, du coup, vous avez à peu près combien de patients? Parce que c'est pas forcément que des one-shots, il y en a certains qui peuvent revenir.
Alors, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Ouais, on a beaucoup de gens qui reviennent. Il y a des nouveaux patients, il y a des patients chroniques maintenant. En plus, on va rajouter plein de services pour que la plateforme soit plus adaptée à des suivis un peu plus longs, couple, psychologie, ce genre de choses, tu vois. Donc on a la porte d'entrée qui est la consultation, et puis après on va leur offrir des moyens aussi d'avoir un suivi, on va dire plus sur le long terme. Donc là-dessus, il y a tout, et nous, je communique pas sur les chiffres exacts, mais on a plusieurs milliers de patients par mois. D'accord, ok. Et donc là, tu disais, si j'ai bien compris, qu'il y aurait une possibilité d'ouvrir sur le couple. Ouais, en fait, nous, l'idée, au départ, quand on a créé la boîte, comme on voyait ces modèles US qui marchaient pas mal, encore une fois, dans un système différent, on s'était posé la question, disons, on commence par la sexualité et par l'homme. Et en se disant, l'homme, on pourra peut-être aller sur la chute de cheveux, on pourra peut-être aller sur d'autres choses, tu vois, aussi un peu tabou chez les mecs. Et en fait, on a tellement aimé la sexo, c'est par là qu'on a commencé, qu'on s'est dit, en fait, notre sujet, c'est la sexologie. Et l'idée, c'est plutôt de devenir une clinique virtuelle mondiale de sexo, plutôt que de se concentrer sur l'homme. Donc là, on fait Charles sur les hommes. Et on va en fait au fur et à mesure et assez rapidement ouvrir probablement sous d'autres marques aux femmes et aux couples, qui sont des problématiques un petit peu différentes avec des suivis différents, etc. Ouais, je me demandais vraiment si vous alliez vous développer en restant sur ce sujet-là, que sur l'homme, peut-être que sur la sexualité de l'homme et peut-être, je sais pas moi, l'internationaliser, ou si vous préfériez aller rester dans la sexualité et l'amener chez le couple et la femme. Mais ok, du coup, j'ai ma réponse. Ouais, mais on veut aussi internationaliser à terme, hein, mais ce qui est sûr, ouais. c'est qu'on se rend compte que notre spécialité, ce qu'on fait bien, et là on a les super spécialistes, et c'est la sexo, et donc puis c'est un sujet qu'on adore, donc on voit pas pourquoi on se limiterait. Aujourd'hui, on voit une partie de ce qu'est aujourd'hui une consultation dans un cabinet de sexologie. Nous, on voit aujourd'hui qu'une partie des gens, et donc c'est dommage, hein, parce qu'on maintenant on sait quand même faire techniquement, on a on a plein d'idées, et donc on va essayer d'élargir à ce qu'est vraiment en fait un cabinet de sexologie, enfin devenir un vrai cabinet de sexologie virtuelle avec toute la panoplie, quoi. D'accord, mais toujours sexologie avec des médecins sexologues. Pas la sexothérapie, enfin après, mais d'abord l'aspect médical. Bah, il y a de l'aspect médical quand il en faut. Pour l'instant, sur les mecs, c'est beaucoup de médecine sexuelle. Sur les femmes, ça peut être un peu différent, mais pour l'instant, notre postulat, et on a assez de médecins, et on a déjà une base de médecins qu'on peut élargir, c'est de mettre des médecins en face. Après, comme je te le dis, sur le suivi un petit peu plus long terme, etc., sur des profils un petit peu plus psycho, par exemple, on réfléchit à faire rentrer après des non-médecins sur d'autres prestations. D'accord. Ok. Donc, c'est pas intéressant, ouais, parce qu'il y a pas mal de choses de tabous à briser aussi du côté de la sexologie, la sexualité féminine. J'imagine que vous partirez sur le vaginisme, ce genre de choses aussi. Tout à fait. Ouais, tout à fait, exactement. C'est tous ces problèmes-là, on va travailler dessus, on va essayer de créer des parcours adaptés aux patientes, donc un petit peu différentes, et puis des protocoles médicaux un peu innovants sur tous ces problèmes-là. Ok, d'accord. Parce que c'est aussi un des objectifs, nous, d'entreprise, c'est pas seulement se cantonner à juste la consultation et punto, c'est de dire comment on peut améliorer la prise en charge de tous ces patients. Typiquement, là, je peux pas t'en parler maintenant, mais on a un gros projet sur l'éjaculation précoce de prise en charge un petit peu différente de ce qu'est juste une consultation, quoi. Donc, ça serait une prise en charge sur 3 mois avec des choses à faire, des programmes, etc. Une sorte de programme d'accompagnement, en fait. Exactement. Donc nous, l'idée, c'est de dire comment on utilise les moyens digitaux, la compétence de médecin pour améliorer ce qui est aujourd'hui une expérience assez sporadique de quelqu'un qui va juste dans un cabinet, qui en ressort, et puis en général, il n'y a pas de suivi, tu vois, quand il rentre chez lui, tout ça. Donc l'idée, c'est de dire comment, avec la techno, on sait faire, on peut améliorer le parcours de soins, quoi. Ok. Bah, génial, c'est pas mal de projets. Bah écoute, moi je pense que j'ai pas mal. C'était hyper dense de Okay. réponses à toutes mes questions. Une chose, ouais, que je voulais demander, qui peut être un peu plus personnel, c'est est-ce que le fait d'entreprendre dans la sexualité, même si voilà, c'est hyper présenté sur l'aspect du médical, ça, après ça fait pas longtemps, mais
ça laisse la liberté, où les gens prennent la liberté de vous poser des questions un peu personnelles, ou se penchent plus sur leur vie perso et vous demandent des conseils, alors que voilà, ça n'a pas forcément lieu d'être. Est-ce qu'il y a des questions qu'on te pose comme ça, que t'as un peu marre, et peut-être que je t'ai un peu posé, je sais pas, mais juste parce que t'es dans la sexualité, donc du coup on se permet de te dire des choses ou de te poser des questions perso. Ah bah non, bien sûr, les gens le font, soit sous le ton de la blague, soit sérieusement, on pose des questions. Enfin, moi, je m'en plains pas du tout, hein, je suis très heureux de parler du projet. Tu vois, tu te retrouves à un dîner ou que ce soit, les gens sont en général intéressés ou curieux de ce que tu fais quand ils savent pas. Et donc, évidemment, moi, je suis très content à chaque fois d'en parler. Enfin, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on travaille sur le projet, ça fait un an qu'on est lancé. Pour l'instant, je suis pas du tout lassé de ça. Et je pense qu'en effet, on va tellement élargir sur des nouvelles choses, essayer d'innover que ça m'ennuie pas du tout. Et je trouve que c'est plutôt un très bon thème de discussion. Ouais. Donc si jamais je peux à mon petit niveau de temps en temps apporter de l'info parce que c'est notre quotidien à des gens, c'est sympa. Et même si c'est pour rire parfois, c'est sympa. Enfin, je pense que c'est un bon sujet, soit icebreaker, soit sérieux. Enfin, tout est possible avec. Et c'est bien, et je pense qu'en plus, vu ce qui se passe générationnellement, l'évolution des usages, la baisse de la pratique, tout ça, je pense que ça va devenir un sujet qui va être limite de plus en plus dans l'actualité, ou en tout cas de plus en plus dans la vie des gens, que ce soit de façon problématique ou pas d'ailleurs, hein, mais donc voilà, je pense c'est pas fini, quoi. Ok, t'es pas parfois quand t'es confronté à certaines idées clichés, justement, quand on parlait d'impuissance tout à l'heure, euh, ou des remarques sur la sexualité ou sur ce milieu-là, ça t'agace pas, au contraire, tu penses que t'es là pour ça, pour répondre à ce genre de remarques? Bah non, mais tu vois, il y a souvent des gens qui vont dire ouais, enfin ils vont dire ouais, il est dans le cul, ou tu vois, ils vont dire ça, mais nous c'est tellement pas en fait l'impression qu'on a. Si tu veux, on bosse avec des professionnels de santé, donc je suis pas Marc Dorcel, quoi. Donc Ouais. enfin tu vois, il y a cette blague là. Après, moi ça me touche pas du tout. Enfin, faut qu'on explique ce qu'on fait. Je pense que les gens comprennent, et que puis à partir du moment où tu es sûr de ce que tu fais, et que tu penses que marginalement t'essaies d'aider un peu les gens, et que en général quand ils arrivent, quand ils sortent de chez toi, ils sont mieux que quand ils sont arrivés, ça me suffit à me lever le matin, à me dire que je fais un truc correct, quoi. Puis, ok. Oui, non, mais bien sûr. Ok. Ok. Bah écoute, super. Bah merci beaucoup. Merci à Je toi. vais pas t'embêter plus longtemps. Mais ouais, moi pour le coup, parce Je que pour m'embête le pas. coup, être Marc Dorcel, je pense pas que ce soit un problème, mais moi je suis plus m'orientée dans quelque chose dans la sexualité, mais pas pour résoudre les problèmes, mais plutôt pour augmenter le plaisir ou se découvrir soi-même. Donc je vais plutôt Mais aller. genre à la climax, par exemple. Ouais, bah, je l'ai interrogé du coup Lorraine de Ouais, ouais. Climax, et ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et alors je sais pas si j'irai jusque là, mais pour l'instant ouais, je suis plus dans tout ce qui est sex toys, etc. Après c'est ce que je regarde Ouais. maintenant parce que j'en ferai plus tard, mais je vais pas trop tout expliquer maintenant, mais ouais, j'aimais bien cette approche médicale et sur la sexualité que vous proposiez, et parce que c'est vrai que c'est plus simple, et tant mieux, hein, à prendre au sérieux, que quand on est que sur le côté plaisir. Et bah tu vois, on nous dit tout de suite, ah t'es dans le cul, c'est pas très sérieux et tout, et du coup tant mieux que vous l'ayez pas, quoi. Ouais, bah voilà, pas. Après, moi, encore une fois, je pense que tu parles de sextoy, etc. Moi, ça m'aurait pas dérangé de faire ça non plus. Et, enfin, y a pas de Ouais. tabou, quoi. Mais je Ouais, comprends que bah, quand tu pars direct sur sextoy, bah, en effet, pour le coup, tu te prends le stigma de plein fouet directement. Tu peux pas dire, attends, j'ai des médecins qui aident des gens traumatisés, tu vois. Ça, c'est sûr que tu vas plus dans le plaisir pur, ce qui est philosophiquement encore un problème, ce qui est bizarre, hein, mais pour certaines personnes, quoi. ouais. Bah non, mais tu vois, là, on découvre que quand on a nos douleurs de règles, et bah, en fait, faire l'amour ou s'occuper de soi à la main ou avec un sextoy, ça peut permettre de diminuer ses tensions et ses douleurs. Alors après, j'ai pas encore la preuve médicale ou un médecin qui me l'a dit, mais ça se dit de plus en plus et ça se ressent aussi. Et tu vois, c'est intéressant de faire une approche du sextoy comme ça. Tu vois, en mode ça peut aussi te Thérapeutique, quoi. détendre, tu vois, Ouais, et donc complètement. soulager tes tensions et en fait tes douleurs.
Et je sais pas, peut-être qu'un jour, il faudra présenter cet outil-là d'une manière dispositif médical, si ça peut l'être. En plus, c'est souvent fabriqué de la même manière que les dispositifs médicaux, donc il y a peut-être un sujet. Mais bon, voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Ok, bah génial. Écoute, merci Manon, c'est cool. Si tu as besoin de plus de choses dans ton parcours à un moment, d'infos, de conseils, j'en sais rien, si tu as des questions sur lesquelles je peux t'aider, n'hésite pas. Bah, merci beaucoup. Bah, je me cherche encore un peu. Le podcast m'amuse bien et j'écoute plein de trucs. Bon, t'as 24 ans, donc ça va, t'inquiète. Ouais, ça dépend, mais ouais. Donc voilà. Bah écoute, bonne fin de journée. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cet entretien. N'hésitez pas à aller voir le site et surtout le blog de Charles.co. Il est hyper complet et très bien écrit. Il y a également les vidéos où le docteur Gilbert Boujaoudé synthétise les articles. En ce qui concerne Talk Podcast, toujours pareil, ce serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Il est également disponible sur la plupart des autres plateformes comme Spotify, Deezer et SoundCloud. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram lets.talk avec un Q à la fin. Merci et à la semaine prochaine.